pouvez-vous répondre aux demandes légitimes de la communauté musulmane tout en préservant la cohésion sociale en Belgique ? Ah, quelle grande question. Donc c'est vrai que c'est bien ça, à la fois tout l'intérêt et toute la difficulté de l'exercice, c'est que comme responsable politique élu par tout le monde, je dois à la fois être attentif à cette cohésion importante et nécessaire pour tout le monde et en même temps aux demandes spécifiques, légitimes, compréhensibles d'une communauté qui est nombreuse dans notre pays et qui met en évidence une série de demandes particulières de toutes sortes de nature. Donc c'est un exercice difficile, mais c'est un exercice que nous devons faire. La communauté musulmane de Belgique a un grand besoin de reconnaissance et il souhaite que les responsables politiques puissent contribuer à la normalisation de la visibilité des musulmans dans l'espace public. Qu'en pensez-vous ? Mais vous avez bien employé le bon mot, la normalisation. Moi, j'ai envie qu'en effet, dans l'espace public, les choses soient banalisées et que l'on croise des personnes, peu importe leur accoutrement. Je mettrai de côté la burqa parce que ça, je pense que c'est des choses qui ne sont pas admissibles en Belgique. Mais sinon, qu'on puisse banaliser les choses, avoir des rapports simples dans les quartiers, sur les marchés, dans les places, dans le tram, dans la rue, mais aussi à l'école, au travail. Et donc, pour faire ça, je pense qu'à la fois, il faut être clair sur les objectifs, il faut les afficher clairement. Mais en même temps, parfois, il faut avancer, je ne vais pas dire dans la discrétion, mais pas dans l'affrontement. Je pense que l'affrontement est quelque chose qui est stérile justement pour la cohésion sociale et pour gagner du terrain sur une meilleure reconnaissance des uns et des autres. Une question pour Écolo. Donc, pourquoi Écolo est-il avant-gardiste sur les solutions aux problèmes de société sans pour autant pouvoir les concrétiser ? Mais je crois qu'on peut être très radical dans ses demandes, dans son programme, et c'est le cas d'Écolo. Je pense que sur ces questions, nous avons fait un gros travail pendant 1 an de rencontres, de discussions pour pas improviser, sur des demandes très claires, sur des aspects qui touchent aux signes religieux, qui touchent aux accommodements raisonnables et la capacité de faire changer aussi un peu la société belge, lui faire admettre, mais sans la brutaliser, qu'elle vit et qu'elle doit vivre mieux avec d'autres à côté de soi. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile à mettre en œuvre ? Parce qu'évidemment, tout en étant clair et déterminé dans notre programme, on ne travaille pas tout seul. On travaille aussi avec d'autres partis, mais aussi d'autres, tranches ou de la société civile qui peuvent avoir des réticences. Et aujourd'hui, moi qui suis une militante de ces questions interculturelles depuis plus de 30 ans, je trouve que la situation aujourd'hui en Belgique, à Bruxelles, est peut-être parfois un peu plus difficile, même si les choses sont très positives, parfois plus difficile qu'il y a 30 ans, parce que le monde a changé, parce que les perceptions et les peurs sont nombreuses, de part et d'autre d'ailleurs, et que pour les lever, parfois il faut aussi non seulement un bon programme et une belle radicalité, mais il faut aussi pouvoir la porter avec diplomatie. Vous avez été ce soir invité au sein de la BPM pour discuter de la finance islamique. Est-ce que vous connaissiez déjà ce sujet-là et qu'en avez-vous pensé ? Non, je serai honnête. Et donc, en effet, je l'ai dit d'ailleurs ce soir, j'ai appris à le connaître avant ce débat, puisque sachant qu'on allait en parler, évidemment, je me suis quand même un petit peu informée. Et j'ai en effet découvert tout un pan que j'ignorais sur des valeurs éthiques de la finance, dont je pressentais la réalité parce que je savais bien que la crise financière qu'on a vécue n'a pas eu tous les mêmes effets dans certains pays que dans d'autres, parce que justement, on a moins fait d'investissements spéculatifs et de choses dangereuses. Mais donc, cette finance plus éthique m'intéresse, parce que je pense que c'est une façon justement de réconcilier la finance réelle, les projets, la réalité des gens et des personnes avec l'argent. Et donc, voilà, j'ai un peu découvert ça. J'ai écouté aussi avec beaucoup d'attention M. Boulif nous l'expliquer dans le détail. J'ai reçu un bouquin à lire. Et je regrette un peu qu'au fond, dans tout le travail que nous venons de faire au Parlement fédéral sur la crise bancaire et financière, où on a fait un rapport de 500 pages avec beaucoup de recommandations, nulle part, à aucun moment, n'a émergé ni de l'intérieur ni de l'extérieur l'éthique de la finance islamique. Ça aurait été intéressant. Ceci dit, c'est pas très grave, parce que c'est pas dans le rapport, qu'il n'y a pas une occasion à saisir pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens et dans le sens non seulement de la communauté musulmane, mais aussi de valeurs éthiques qui sont bonnes pour tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas bon aussi pour des non-musulmans, dans le respect des droits de tout le monde, mais en permettant à des épargnants ou à des clients de banque de choisir plutôt des banques qui sont plus éthiques dans leur fonctionnement. Pouvons-nous garder espoir d'avoir l'exemple de l'Angleterre et d'autres pays en dehors de la France et la Belgique ?
Mais peut-être, et donc moi je l'espère, en tout cas on fera ce qu'il faut pour au moins susciter la réflexion et la discussion ici en Belgique, c'est le premier pas. Je crois que votre débat a été très utile, rien que pour cela, parce qu'au fond, même s'il y a des spécialistes qui connaissaient, ça n'a pas encore beaucoup passé la rampe dans les partis politiques. Donc c'est important que vous mettiez ça sur la table, que vous nous poussiez dans le dos, si je peux dire. C'est important que nous, les politiques, on pousse le début du débat, qu'on regarde ce qui se passe en France, en Angleterre, ailleurs, et qu'on voit ce qui peut raisonnablement être fait en Belgique. Donc en tout cas, je pense que des choses avanceront. Je ne peux pas vous dire dans quel délai, mais en tout cas, il faudra les faire avancer. J'appelle à nous rejoindre un spécialiste en accommodement raisonnable, donc qui va nous parler de la gestion de la diversité et de l'égalité de droit, ou l'introduction à la notion des accommodements raisonnables. Il est administrateur du MRAX, Monsieur Salim Aouache. J'ai eu l'occasion il y a quelques mois de voyager au Canada et d'entendre parler d'un arrêt dont j'avais entendu parler qu'à un seul endroit, c'était au MRAX, au mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, dont je suis administrateur. Et c'est un arrêt qui émane d'un tribunal belge. Qu'est-ce qu'il dit cet arrêt? On a un plaignant qui est de confession musulmane, qui travaille auprès de l'administration, donc dans la fonction publique, et qui demandait à pouvoir avoir son vendredi après-midi libre pour aller au culte, pour aller à la mosquée le vendredi. Étant entendu qu'il récupère ses heures sur les autres jours de la journée, donc on enlève les 4 heures, on les met 1 heure lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc il n'y a pas de perte d'heures, il n'y a pas de perte de productivité pour l'employeur, et il faisait cette demande. Il est allé en tribunal parce qu'il a d'abord demandé auprès de son employeur, et son employeur, l'administration, a considéré que c'était une affaire qui était d'ordre privé, qu'on n'avait pas aménagé les horaires, que les horaires étaient valables pour tous, qu'ils étaient neutres, qu'ils n'étaient pas en soi discriminants, et que donc il n'y avait pas de raison d'aménager pour une particularité. Et l'arrêt, ici en Belgique, que j'ai donc entendu là-bas au Canada, a donné gain de cause aux plaignants. Donné gain de cause aux plaignants, c'est-à-dire qu'on a reconnu que dans la mesure où il n'y avait pas atteinte au travail qui allait être effectué, dans la mesure où l'employé s'engageait à récupérer les autres heures, il n'y avait pas de raison d'empêcher d'aménager ainsi les heures de travail. Alors au Québec, ça s'appelle l'accommodement raisonnable. Le tribunal n'a pas utilisé cette expression, mais ce mécanisme s'appelle au Québec l'accommodement raisonnable. C'est une modalité, donc c'est un outil qui permet de moduler l'application d'une règle qui en soi n'est pas forcément discriminante, mais qui dans ses effets produit des effets discriminatoires. Alors par exemple, pour une personne handicapée qui doit accéder à son travail, s'il n'y a pas de rampe d'accès, eh bien on se rend compte que de facto, bien qu'on l'empêche, qu'on la désavantage, qu'on l'empêche d'accéder à son travail. Si, comme c'était le cas il y a, je prends un exemple dans le film Josie Ames, donc un film, donc une histoire d'une femme qui travaillait dans des mines en Alaska. Si vous n'avez pas de vestiaire pour les femmes, vous dites moi j'ai un vestiaire, c'est pour tout le personnel qui est des hommes qui est des femmes, c'est pas mon problème, vous discriminez. Et il faut prévoir une mesure pour corriger cela. Le Centre pour l'égalité des chances, ici en Belgique, prend l'exemple, en s'agissant de discrimination indirecte, puisque c'est de ça qu'il s'agit, où vous avez une boîte de nuit qui interdit le port de tout couvre-chef. Alors, il ne dit pas qu'il faut autoriser la femme musulmane qui porte le foulard à y entrer. Il dit qu'une femme qui porte le foulard pour une raison médicale, c'est-à-dire qui a subi un traitement, et qui porte un foulard, eh bien, elle est discriminée dans ce cas présent. Et il faut trouver une façon d'allier la mesure qui est peut-être d'un intérêt général et qui est peut-être valide d'une façon générale, mais qui produit des effets discriminatoires. Il faut trouver une façon d'accommoder celle-ci pour atténuer l'effet discriminatoire. Alors, ici, comme on le voit, je vous ai cité l'arrêt, le principe en soi n'est pas inconnu du tout. Je vous ai cité l'arrêt, c'est un exemple qu'il y a. Il n'est tellement pas inconnu qu'on a une loi qu'on a appelée ici sur les aménagements raisonnables. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit pour les personnes handicapées
eh bien, de prévoir dans un certain nombre de mesures ce que, dans les bâtiments dépendants du fédéral, ce que l'on doit faire pour aménager, pour faciliter l'accès des personnes handicapées à ces bâtiments. Ici, on est dans la Belgique. Prenons, je dis que ça venait du Québec, du Canada, de façon plus générale. Prenons ici la définition telle que l'a donnée la Cour suprême du Canada. Je cite, n'étant pas juriste, « L'obligation dans le cas de la discrimination par suite d'un effet préjudiciable fondé sur la religion ou la croyance consiste à prendre des mesures raisonnables pour s'entendre avec le plaignant, à moins que cela ne cause une contrainte excessive. En d'autres mots, il s'agit de prendre des mesures qui peuvent être raisonnables pour s'entendre sans que cela n'entrave indûment l'exploitation de l'employeur et lui impose des frais excessifs. » Ce mécanisme d'accommodement raisonnable, comme beaucoup de choses au Canada, qui est un pays jeune, eh bien, ils le font pas depuis aujourd'hui, pas depuis hier, depuis plus de 20 ans. Cet arrêt date de 1985. Alors, la question qui se pose, c'est qu'ils le font depuis 1985 pour tous les types de discrimination, pour tous les critères de discrimination qui sont protégés. Et parmi eux, on a bien sûr, dont on a parlé, le handicap, le genre, l'état de santé, mais il y a aussi des motifs d'ordre culturel, philosophique ou religieux. En Belgique, il y a 18 critères de discrimination. L'enjeu que je voudrais poser devant vous, c'est peut-on étendre ce mécanisme de l'accommodement raisonnable qui existe ici en Belgique, qui est connu dans les tribunaux et dans la loi, peut-on étendre ce mécanisme à tous les motifs de discrimination, notamment ceux liés à la culture et à la conviction philosophique et religieuse. Ceci était le premier sujet que je voulais aborder avec vous. Ceci étant, on entend de plus en plus, ces derniers temps, parler de l'accommodement raisonnable. Ça figure dans le programme de certains partis, des débats sont organisés à ce sujet. Alors je voudrais quand même dire, en tant que militant antiraciste, que ce n'est pas la baguette magique. Qu'on ne croit pas que, parce qu'on en parle, c'est le sujet qui va faire que, d'un coup, on n'aura plus de discrimination. Ce n'est pas vrai. On a d'autres sujets qui sont intéressants. Et on parle aujourd'hui beaucoup de diversité, certainement. La diversité, la gestion de la diversité en entreprise, avec les plans de diversité qu'on fait, c'est certainement important et c'est certainement à faire. Ça représente effectivement une opportunité pour les entreprises, une opportunité de créer une image de marque qui est plus valorisante, de se créer de nouveaux marchés, comme on a dit tout à l'heure. On voit beaucoup plus dans nos étalages bien des produits bio, des produits de commerce équitable. Il peut y avoir un intérêt à faire des produits halal. Il peut y avoir un intérêt quand vous avez une entreprise qui a une image de marque qui est ouverte à la diversité, puisqu'on permet d'optimiser le bassin d'emploi. On a plus d'employés qui veulent solliciter, qui veulent faire partie de cette entreprise. Et puis il y a aussi, bien sûr, un outil en termes de gestion des ressources humaines. Un employé qui se sent reconnu et valorisé est bien entendu plus attaché à son entreprise, ça permet de diminuer le turnover, et bien entendu est plus productif, que ce soit à court et à moyen terme. Donc ceci, la gestion de la diversité en entreprise, les plans diversité, c'est très bien. Mais attention, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Ici, on parle d'une logique économique qui vise à optimiser le fonctionnement de l'entreprise. Dont je veux vous parler, c'est d'égalité et de lutte contre les discriminations. Si vous prenez le cas d'une entreprise de porte de garage qui considère que ce n'est pas dans son intérêt d'engager des personnes qui présentent un certain faciès parce que les clients ne veulent pas avoir ces employés-là en face d'eux, eh bien, je suis désolé, l'égalité de droit, la lutte contre la discrimination passe au-dessus de cette idée qu'on a de promouvoir la diversité. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'étendue des discriminations. La situation est vraiment catastrophique. À chaque fois qu'on a des chiffres, à chaque fois qu'on a une étude, on le voit sur Bruxelles, c'est catastrophique. Et je dis à chaque fois qu'on a des chiffres, parce qu'on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup et ils ne sont pas complets. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme chiffres? On a des chiffres qui veulent remonter à l'origine des gens. Alors ça peut être intéressant sur des primo-arrivants, de voir dans quelle mesure ils sont discriminés du fait de leur origine. Puis on s'est aperçu qu'on était à la 2e génération. Alors maintenant, on veut remonter à la 2e génération. Puis on va voir qu'on va être à la 3e génération, on va remonter à la 3e génération. Où on a des statistiques qui identifient le nom des personnes. Alors, telle personne est identifiée de telle origine. Bon, ok, ça peut être intéressant. Mais c'est absolument incomplet. Vous avez une personne qui est discriminante en raison de la couleur de sa peau, ça ne transparaîtra jamais dans des statistiques telles que je viens de l'évoquer, si
elle est née en Belgique de 2 parents belges. Donc la couleur de peau, dans de telles statistiques, n'est pas reprise. Vous avez une personne, alors je ne veux même pas imaginer, parce que c'est une réalité. Vous avez une femme musulmane qui porte le foulard, qui est discriminée en raison du port du foulard. Comment voulez-vous, avec des statistiques qui parlent du nom et de l'origine, voir qu'une personne est discriminée en raison de son foulard? On veut, et encore une fois, c'est cohérent, le fait de vouloir limiter, à la limite, les critères dont on veut mesurer la discrimination, il y a des critères objectifs, c'est-à-dire l'origine, le nom. Sauf qu'on se trompe de problème. On ne peut pas mesurer de façon objective des choses qui ne sont pas objectives. C'est subjectif. La discrimination, c'est subjectif. C'est « je ne t'aime pas ». Alors on va essayer, nous, de raisonner objectivement sur une réalité qui ne l'est pas. Les enjeux sur ce sujet-ci, sur des statistiques, eh bien, c'est à quand peut-on avoir des statistiques sur tous les critères de discrimination, y compris ceux liés à la culture et à la conviction philosophique et religieuse, qui soient sur une base volontaire, c'est-à-dire que c'est la personne qui décide de participer ou pas à cette enquête, qui soit sur une base autodéclarative, qu'on ne choisit pas à la place de la personne, mais c'est la personne qui décide dans quelle minorité culturelle elle se reconnaît, et bien entendu anonyme. Alors, je me tourne vers nos présidentes, coprésidentes et vice-présidents de parti, et vers la chaise vide de M. Reinders. Vous avez en face de vous des hommes et des femmes et des hommes, qui, quand ils ont une fête religieuse, ne peuvent pas toujours participer avec leur famille à cette fête religieuse. Vous avez devant vous des personnes, des femmes et des hommes, qui souhaiteraient assister au culte le vendredi, et qui ne peuvent pas parce que ce n'est pas possible, parce qu'on a un règlement qui l'interdit. Vous avez devant vous des femmes et des hommes qui, à midi, au lieu d'aller avec tous leurs collègues manger dans leur restaurant d'entreprise, ne peuvent pas y aller, parce qu'il n'y a qu'un seul plat, et qu'il n'y a pas de plat végétarien, halal ou kasher. Quelle est votre réponse? Ceci sur le principe de l'accommodement raisonnable. Et puis je voudrais vous dire, quelle est votre réponse à ceux qui ne sont pas là ce soir? C'est-à-dire à ceux qui n'ont pas pu atteindre le stade de cadre et de professionnels musulmans. Et ceci concerne le deuxième sujet. C'est qu'aujourd'hui, des personnes, des populations discriminées sont discriminées dès le départ. L'école, l'université sont des mécanismes de reproduction des inégalités. Vous avez des personnes, toute une série de personnes qui sont discriminées parce qu'elles ne sont pas dans les bonnes écoles, parce qu'elles ne choisissent pas le bon type d'enseignement supérieur ou universitaire s'ils le choisissent, qu'ils ne sont pas acceptés dans les emplois. Et quand ils sont acceptés dans les emplois, ne peuvent pas évoluer. Quelle est votre réponse à ces personnes qui ne sont pas ici? Voulez-vous voir l'ampleur de la discrimination qui les touche? Quelle mesure, selon vous, permet de mesurer efficacement l'ampleur des discriminations sur le marché du travail et la diversité dans l'entreprise ou dans les entreprises? Quand comptez-vous concrétiser l'application des accommodements raisonnables et pourquoi existe-t-il un frein lorsqu'il s'applique aux minorités culturelles et religieuses? Alors, première question, quelles mesures pour vraiment pouvoir affiner l'existence de discrimination, ou en tout cas, la discrimination, mais surtout de l'absence de diversité suffisante eu égard à celle de la population au niveau du milieu du travail. Alors, on a eu énormément de débats sous les législatures antérieures et en tout cas dans les années antérieures sur la problématique statistique, ethnique, etc. Comment arriver à des résultats tout en sauvegardant la vie privée des personnes, tout en évitant certains effets pervers, parce qu'on ne sait jamais dans ce pays qui peut mettre la main sur une statistique ou l'autre. Et je pense qu'il faut aussi penser à protéger les personnes lorsque les détails sont trop précis à leur égard. On sait qu'on peut avoir parfois quelques mouvements racistes ou islamophobes ou xénophobes et qu'il faut être prudent en la matière. Et puis, bon, il y a les effets pervers par ailleurs. Et donc, ce qu'on a lancé et qui est vraiment en cours de finalisation, on a fait un énorme travail avec le Centre d'égalité des chances, maintenant avec la Banque Carrefour, c'est d'arriver au monitoring socio-économique. Et donc, c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir des statistiques générales et en tout cas anonymes, mais suffisamment précises pour voir, tant au niveau d'un secteur que le cas échéant au niveau d'une entreprise, si
on a vraiment une composition ou une diversité suffisante. Et qu'est-ce que c'est que ce fameux baromètre en tant que tel, ou en tout cas monitoring socio-économique? On est parti de l'histoire, en tout cas, des personnes pour voir sur base des actes officiels, soit de visa, soit un moment de demande d'asile ou n'importe où, un moment d'acte d'arrivée dans le cadre de l'immigration, en remontant évidemment à au moins 40 à 50 ans, de voir en fait quelle était la trajectoire historique des parents, des grands-parents, etc. Et on est en train de croiser les données avec également la Banque Carrefour. Donc il y a un travail qui est fait au niveau du registre national de la Banque Carrefour pour un moment pouvoir affiner les choses et pouvoir vraiment disposer d'une espèce de photographie du milieu du travail avec les données de la Banque Carrefour, ça c'est pour voir qui paye ses cotisations, etc. Et les données du registre national pour voir évidemment s'il y a un parent, deux parents d'origine étrangère, d'où, etc. Et alors on peut à un moment quantifier. Donc maintenant on est vraiment, on a eu l'autorisation registre national au niveau de l'intérieur. Donc maintenant on est en train de faire l'opération de la croisée des données avec la Banque Carrefour. Donc on aura bientôt en tout cas ce monitoring à disposition. C'est vraiment une question de derniers mois. Et ce qui me réjouit, c'est qu'en tout cas les trois régions sont très demanderesses, notamment la région flamande également. Et donc sur ce point-là, avec tous mes collègues, on s'est réunis à quelques reprises et il y a vraiment une envie de pouvoir en disposer généralement, avec une utilisation évidemment qui vise les mêmes objectifs, de pouvoir à un moment quantifier la non-diversité suffisante et de voir alors, de faire prendre conscience et puis de pouvoir à un moment lancer les politiques en la matière. Ça c'est une chose. Deux, rapidement, sur les accommodements raisonnables, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que moi j'ai aussi affiné un peu toute la logique et les développements au niveau canadien. Je les trouve intéressants, d'autant plus que comme on vient de prendre en tout cas des lois très compliquées, mais des lois très importantes qui sont les fameuses lois de 2007 sur la discrimination, de la lutte contre la discrimination, il y a déjà à partir de là tout un champ de réflexion au niveau en tout cas des actions positives et autres. Mais je crois que c'est un débat que nous devons vraiment mener sereinement, avec beaucoup de respect mutuel, sans ces caricatures et ces slogans et autres, et en essayant d'aller au bout de l'exercice. Et pour les freins, je pense qu'on a évolué sur pas mal de choses. Il reste des freins, bien sûr. Il reste des freins de non-connaissance, de peur de l'autre, d'appréhension, de caricature, d'amalgame. On vit ça tous les jours. Je l'ai encore vécu il y a peu. Et c'est vrai que c'est un énorme travail de rencontre, je pense, de mentalité. Et je crois que, et c'était assez frappant, et je terminerai là, avec le Centre pour l'égalité des chances, on a fait une enquête sur le racisme, sur la manière dont les personnes se sentaient discriminées, le rapport des belgo-belges aux personnes d'origine étrangère, etc. Il y a en tout cas une chose qui était positive dans ces résultats, c'est de voir qu'à Bruxelles, le seuil de tolérance était beaucoup plus important que dans les autres régions. Alors, on peut donner beaucoup plus d'explications, et je ne dis pas qu'il est énorme, mais il y avait en tout cas une différence, et il reste d'énormes problèmes à Bruxelles par ailleurs. Mais donc on se rend compte quand même, et dans les conclusions, en tout cas les chercheurs, sur base des différentes questions, se sont dit que plus les gens se connaissent, vivent quand même côte à côte, plus évidemment le rapport à l'autre, la souplesse, la connaissance et les caricatures tombent, et l'acceptation de la différence devient franchement tout à fait généralisée. D'où notre plaidoyer pour des sociétés mixtes au maximum, des écoles mixtes et je pense une mentalité mixte. Voilà. De l'objectivation de ce qui est perçu ou ressenti, qui est subjectif, comme on l'a dit, mais qui n'est donc pas suffisamment objectivé. Moi, je suis assez favorable et dans les critères que Mme Milquet a mis en évidence, c'est-à-dire qu'il faut évidemment une base volontaire, il faut que les choses soient anonymes parce qu'il faut pas mal de prudence par rapport à la protection des personnes, mais je pense que des statistiques de cette nature qui permettent d'éviter que le fait tout simplement d'avoir acquis la nationalité belge ou d'être l'enfant de personnes d'origine étrangère mais soi-même belge vous fasse échapper complètement à toute possibilité de faire valoir la discrimination dans les statistiques ou même d'avoir
une vision de qui est où, qui travaille où, quelle est la nature du marché de l'emploi, quels sont ceux qui ne s'y retrouvent pas. Pour le savoir ou pour le voir, il faut avoir aussi des statistiques ou des chiffres qui permettent de le voir de façon plus claire. Donc moi, je suis vraiment demandeuse qu'on avance, et le Centre pour l'égalité des chances a fait des propositions qui sont manifestement en train d'être reprises, et donc je pense que c'est une bonne chose et c'est utile, moyennant bien sûr les conditions de protection de ces données par rapport à l'usage qu'on pourrait en faire. Ça, c'est pour avoir une photographie. Une fois qu'on a la photographie, c'est pas pour ça que tout est réglé. Au moins, on identifie qui est où, et surtout où certaines personnes, comme par hasard, ne se retrouvent jamais sur le marché. Donc ce n'est qu'un instrument, ce n'est pas une solution, c'est un instrument, c'est un outil. Mais c'est un outil utile. Deuxième chose, par rapport à la problématique des accommodements raisonnables. Alors, pour ce qui nous concerne à Écolo, nous avons beaucoup travaillé sur cette question cette dernière année, dans divers séminaires, etc., en faisant venir des gens du Québec pour bien mesurer aussi, et ça a été dit, les accommodements raisonnables, ce n'est pas la baguette magique. D'ailleurs, il n'y a pas de baguette magique, hein, forcément. Il n'y a jamais, pour des problèmes aussi complexes que la discrimination, ou le mot diversité qui est un peu fourre-tout, hein, parce qu'on met tout là-dedans, hein, et on en fait même un concept de merchandising, donc bon, moi je me méfie un peu des mots trop fourre-tout, mais les accommodements raisonnables, on l'a peut-être insuffisamment rappelé. Là où ça fonctionne au Canada, donc il y a les conditions qui ont été dites, il faut à la fois que ça n'atteigne pas les droits d'autrui, il faut que ça ne perturbe pas de façon trop importante l'organisation d'un service ou d'une entreprise, il ne faut pas non plus que ça ait un coût démesuré, mais c'est donc bien quelque chose qui est de l'ordre de la médiation. L'accommodement raisonnable, au Québec par exemple, dans 80% des cas, les choses ne vont pas à la Commission des droits de la personne. Disons qu'ils ont un système, eux, qui fait que la médiation, généralement, dans 80% des cas, s'organise sur le terrain. C'est vraiment une manière très pragmatique, très, comment je vais dire, oui, qui privilégie les dialogues pour chercher des solutions. On a parlé de l'employé qui voulait avoir congé le vendredi après-midi. C'est vrai, il y a aussi on peut avoir toutes sortes de raisons de demander certaines choses. Et de nouveau, c'est la médiation qui, en principe, au Canada, là où ça s'exerce, permet, dans 80% des cas, de trouver un arrangement. Parce qu'évidemment, si dans son service, on a la majorité des gens qui sont tous de confession musulmane et qui veulent tous aller à la mosquée dans le même service, le même jour, au même moment, dans l'accommodement raisonnable, il y a un problème parce que forcément, il faut fermer le service ou à peu près parce qu'il n'y a plus personne. À l'inverse, si on en a 2 ou 3 ou 10 ou 5 et qu'on peut organiser autrement, pourquoi est-ce qu'on le refuse à des personnes alors qu'il est possible d'organiser les choses autrement? Donc, c'est la mesure et ça se fait dans la médiation cas par cas. Entre une personne qui se juge discriminée et son organisation, son service ou son entreprise. Dans 20% des cas, là où ça ne se règle pas, la personne qui continue d'être discriminée va alors à la Commission des droits de la personne, qui est donc un tribunal, et dans ce tribunal, on juge si oui ou non l'accommodement peut être octroyé, est-ce qu'il est raisonnable ou pas, est-ce que l'entreprise vraiment discrimine ou pourrait faire autrement. Et c'est cette Commission des droits de la personne qui finit par ses jugements, par faire une jurisprudence qui va valoir pour tout le monde dans les cas suivants. Donc c'est un système qui a sa cohérence. Je ne suis pas sûre qu'il est, comment je vais dire, qu'on peut le reprendre tel quel dans notre droit. D'autant plus que, vous le savez aussi, bien sûr qu'on voit les cas de discrimination, il y en a énormément. Il y a heureusement, ici ou là, en fait, parfois c'est comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Dans certains cas, on fait des accommodements raisonnables sans le savoir. C'est-à-dire qu'on cherche, parfois ça marche, pas toujours, loin de là, mais il y a des cas où l'accommodement se fait et où on cherche une formule dans laquelle la personne n'est pas discriminée, que ce soit pour des raisons religieuses, philosophiques ou pour des raisons autres, une personne handicapée ou peu importe. Donc, il y en a déjà qui se produisent. Le principe, c'est de dire, et là, moi, je suis favorable à ce qu'on aille plus loin en Belgique aujourd'hui, c'est-à-dire que l'on puisse s'inspirer de ces pratiques pour, je dirais, éviter l'affrontement entre ceux qui, d'un côté, les laïcs purs et durs, et j'ai beaucoup de respect pour les personnes laïques, autant que j'en ai pour les personnes religieuses, mais où, au nom d'une vision idéologique des choses, on arrête, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je pense que c'est très difficile, ça crée de l'affrontement, et moi je suis entré en politique à Écolo justement par ces questions il y a 30 ans d'ici, les questions antiracistes et de discrimination, dans une commune de Bruxelles que vous connaissez bien, qui est Scarbeck, et où il y a 30 ans d'ici, on ne rigolait pas avec le bourgmestre qui était là dans cette commune. Je dois dire, et je ressens aujourd'hui, que ces questions sont plus difficiles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 30 ans. Paradoxalement, je sens que la susceptibilité de tous les côtés
du côté des laïcs, du côté des religieux, ou des gens qui pratiquent une religion, du côté de la société et du seuil de tolérance. Et donc ça nous demande, à nous les progressistes, tous ceux qui sont vraiment les militants de la diversité, d'être à la fois très volontaires, d'être à la fois, de n'être jamais dans l'affrontement et dans la confrontation, parce que je pense qu'elle est mauvaise et qu'elle renvoie chacun dans son camp et qu'elle est stérile, mais par contre de travailler de façon permanente, au cas par cas, sans afficher pour autant, comment je vais dire, de grands slogans, mais de travailler au cas. Et l'accommodement raisonnable, c'est ça, c'est travailler au cas par cas, dans la médiation, dans le dialogue, et essayer d'en faire une jurisprudence qui vaut pour d'autres après. Parce que c'est ça qui est l'intérêt, évidemment, c'est qu'on ne laisse pas non plus chacun complètement isolé dans sa négociation vis-à-vis de son entreprise, de son école, ou Dieu sait quoi. Donc c'est vraiment à la fois un état d'esprit, c'est une méthode, c'est pas la panacée, mais c'est une méthode utile, je pense, pour pousser ou pour éviter l'affrontement qui aujourd'hui, avec toute l'histoire, avec le 11 septembre, avec tout ce qu'on sait, crée, je dirais, beaucoup plus de susceptibilité de tous les côtés. Et donc si on veut les lever, si on veut travailler vraiment, ce que je suppose que vous souhaitez, et nous aussi, à cette diversité, ça demande à la fois de la force, de la détermination, par moments de la discrétion, pour être efficace, pour ne pas prendre de front et pour rechercher des solutions qui soient plus porteuses. Mais ça demande aussi des outils, comme les statistiques, entre guillemets, ethniques, qui sont un moyen aussi de mieux percevoir quelle est l'ampleur de la discrimination. Je pense qu'il y a en tout cas dans cette boîte à outils-là beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en œuvre utilement chez nous pour soigner, si je peux dire, des choses qui sont plus difficiles aujourd'hui qu'il y a 20 ans, ce qui est un peu un paradoxe. Alors qu'on est dans un monde plus ouvert, eh bien c'est parfois plus difficile. Et comme c'est plus difficile, on doit être plus efficace, plus subtil et se donner de meilleurs outils qu'il y a 20 ans. Je reprendrai un peu la formule de Madame Durand, c'est que des accommodements raisonnables, en tout cas en ce qui me concerne, je les pratique depuis au moins 15 ans, depuis le moment où je les pratiquais déjà avant à un autre niveau, depuis le moment où je suis bourgmestre de Molenbeek, quand je décide le premier de donner une subvention aux mosquées de Molenbeek, c'est un accommodement par rapport à une situation où c'est le seul culte qui ne reçoit rien. Quand je décide aussi en premier lieu au moment de la fête du sacrifice, dans la mesure où la loi belge ne permet pas de sacrifier à domicile, de créer ce jour-là un abattoir communal destiné à la communauté musulmane, je pratique un type d'accommodement raisonnable. Et je pourrais vous citer encore nombre d'exemples de ce genre. L'accommodement raisonnable, son intérêt, on vient de l'évoquer, mais il ne peut vraiment bien se mettre en place que, je dirais, s'il y a un accord quasi général. Un accord quasi général, c'est-à-dire des différentes parties. Ça ne peut pas être une bousculade, sinon ce n'est pas un accommodement, sinon c'est autre chose. Alors il faut passer par une voie législative, une voie beaucoup plus intrusive. Et donc tout l'intérêt de cet accommodement, c'est l'idée de la médiation, de la négociation, de la possibilité d'arriver à mettre l'ensemble, en tout cas l'immense majorité du corps social, en harmonie avec la cessation d'une discrimination qui touche une partie du groupe social. On se trouve alors, d'ailleurs, devant ce grand paradoxe que Madame Durand a eu raison d'évoquer, qui fait qu'à la fois, beaucoup de choses vont mieux qu'il y a 20 ans, et en même temps, il y a des obstacles nouveaux. Il y a beaucoup de choses qui vont mieux. Il ne faut même pas se raconter des histoires. Je vais vous donner un autre exemple. Quand moi je deviens bourgmestre de Molenbeek, commune où il y a environ 1000 personnes qui travaillent, il y a une personne d'origine étrangère sur les 1000. Maintenant, il y en a énormément, et il y en a à tous les niveaux, pas uniquement à un niveau. Je pourrais vous donner un exemple qui est moins bon, la STIP. La STIP, il faut dire que c'était sous l'impulsion de quelqu'un qui a été peut-être un des premiers à s'ouvrir à la diversité, qui était Guy Cudel. La STIP a été une des premières entreprises à s'ouvrir vraiment aux personnes d'origine étrangère. Mais aujourd'hui, je trouve que, quand j'examine ce qui se passe à la STIP, que la situation est moins bonne qu'il y a 10 ans, qu'il y a des germes de nouveau de discrimination, et notamment par rapport à la montée à l'intérieur de la hiérarchie. Et alors, pourquoi, si je peux me permettre, d'après vous, pourquoi est-ce qu'il existe ces freins? Alors, pourquoi ces freins? C'était exactement ce que j'allais essayer de dire. Je vais en citer deux essentiels, il y en a plusieurs.
Le premier, on en a déjà parlé, on dit toujours le 11 septembre, mais c'est tout un contexte qui fait qu'à travers nos médias, il y a de façon quasi constante, consciente ou inconsciente, des assimilations entre le musulman et le terroriste. Et cette campagne quasi permanente, je dis consciente et inconsciente, dans certains reportages, les journalistes ne se rendent même pas compte qu'ils reprennent un produit qui induit cette idée. Dans certains cas, malheureusement, c'est induit par des officines qui veulent que ce soit ainsi. Ça a créé, dans une partie de la population, une peur, une crainte. Enfin, quand vous voyez des gens qui vous disent, dans des enquêtes, qu'ils ont peur d'une femme qui est voilée, pourquoi ont-ils peur d'une femme qui est voilée? Simplement parce qu'ils ont induit, de par toute cette campagne, l'idée que le musulman était dangereux et qu'une femme voilée est musulmane. Donc il y a un aspect que nous devons, et je pense qu'on est tout de même quelques-uns à essayer de lutter contre cela, mais le majeur pour le moment dans les médias est tout de même dans ça. Le deuxième élément, et ça c'est un élément négatif-positif, c'est-à-dire qu'il est dans un premier temps négatif, il sera à terme à mon avis positif, c'est que la population belge traditionnelle prend seulement conscience depuis peu de temps qu'il y a désormais en Belgique une communauté musulmane importante et une communauté musulmane qui a vocation à devenir une partie intégrée et intégrante de la population belge. Si vous parlez avec des personnes d'un certain âge, pour eux, bon, il faut bien reconnaître, maintenant, il faut aussi objectiver les choses. L'islam ne se développe vraiment, enfin, un nombre important de musulmans, avec un développement de l'islam d'ailleurs très, très caché au début et puis plus connu, ne se développe qu'à partir des années 60-70. Donc, historiquement, c'est très récent. Les gens de ma génération, qui n'ont pas, moi, évidemment, j'ai eu la chance d'avoir accès à une culture qui fait que je n'ai jamais eu de réflexe discriminatoire, mais pour beaucoup de gens de cette génération, qu'est-ce que c'est tout d'un coup, mon Dieu, voilà. Et donc, pour le moment, je sens que ça joue un rôle. On a parlé à juste titre, c'est un phénomène inquiétant, que moi je subis assez bien, y compris dans mon parti, d'une remontée au niveau de la laïcité, d'une frange qui est très intolérante et qui n'était plus tellement vigoureuse et qui, devant ce dont je viens de parler, la prise de conscience que maintenant l'islam, ben voilà, c'est un grand courant, c'est une partie importante de la population, il y a une espèce de peur qui s'est installée chez quelques personnes. Donc je crois que ça, c'est les deux grands éléments qui expliquent que la situation, à certains égards, comme l'a dit Mme Durand, est plus difficile. Maintenant, il y a tout de même beaucoup d'éléments qui rendent plus optimistes. Je pense que nous avons pu changer les lois, et je ne vais pas les évoquer toutes. Je pense d'ailleurs que c'est mon parti, et à un certain moment, quand Écolo est entré au gouvernement, c'est avec Écolo qu'on a pu faire des changements sur lesquels on peut revenir, parce que je pense qu'ils obligent aujourd'hui l'ensemble du monde politique à prendre conscience et à ne plus pouvoir jouer à l'autruche qui fait semblant de ne pas voir le problème. Alors comment pouvez-vous répondre aux demandes légitimes de la communauté musulmane tout en préservant la cohésion sociale de notre pays? Mais donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut vraiment qu'on lance ces assises de l'interculturalité qui vont commencer en septembre et qui auront vraiment à leur agenda principal toute la définition des accommodements raisonnables en Belgique. Ils se pratiquent déjà sans le dire ou sans qu'on donne cette définition-là. Mais comment est-ce qu'on l'organise concrètement par rapport à une série de questions, qu'il s'agisse du foulard, qu'il s'agisse de ce que regroupe ou pas la notion de neutralité, qu'il s'agisse aussi de la manière dont on peut organiser son temps aussi au niveau du travail. Moi, par exemple, je viens de demander au Conseil national du travail de réfléchir aux jours flottants, enfin au congé flottant, de voir, je vais déposer un arrêté qui est en fait quelque part de l'accommodement raisonnable, c'est de permettre aussi que pour les fêtes religieuses musulmanes, on puisse avoir le jour de congé comme on l'a déjà pour les communions, par exemple, chrétiennes ou laïques. Et donc voilà, c'est tous ces débats-là que l'on doit un peu avoir, il faut le faire sereinement, il faut surtout pas en faire des enjeux
électoraux et politiques, et c'est pour ça que c'est des débats qui doivent être un peu en dehors de la scène publique ou médiatique, parce que sinon ils vont être caricaturaux. Et je pense qu'on doit avancer justement de manière intelligente et au-dessus de la mêlée, ce qui est bien mon intention, et avec l'ouverture et le respect nécessaire, parce que sans ça, on n'arrivera pas à concrétiser cette notion. D'accord. Et encore une petite question, la religion musulmane a été officiellement reconnue depuis 1974. Comment expliquez-vous l'inégalité des cultes donc depuis plus de 35 ans plus tard? Écoutez, moi je me suis battue à chaque fois dans l'opposition, comme on y a été beaucoup au niveau fédéral, pour demander qu'il y ait une augmentation du financement des cultes. Alors c'est vrai que maintenant, ça a été en partie régionalisé et c'est vrai qu'il y a des investissements sur des reconnaissances et de l'aide à l'investissement au niveau des nouvelles mosquées. Il y a la rémunération également des imams. Moi, je trouve qu'il faudrait aussi qu'on puisse travailler sur toute la problématique de la formation. Donc, il y a déjà eu des pas très importants qui ont été rencontrés. Est-ce qu'à un moment, il faut changer de système? Est-ce qu'il faut peut-être faire un système selon le choix des citoyens aussi, pour que ça reflète peut-être plus, c'est ce qu'on appelle l'impôt dédicacé, c'est que les personnes, à un moment, une part d'impôt de chacun, ils disent, voilà, soit je le mets pour la morale laïque, soit je le mets pour la religion chrétienne ou catholique ou autre, soit je le mets pour la religion musulmane, et peut-être que la proportion serait sans doute améliorée. Je trouve que ça, c'est un débat qu'on peut aussi avoir. Il existe en Allemagne, par exemple. Il y a beaucoup de soucis avec le voile à l'école. Que pensez-vous de laisser aux musulmans le libre choix de créer leurs propres écoles, et comme ça se passe en Angleterre et dans d'autres pays? Moi, je suis pour. D'abord, moi, je suis pour le libre choix. Surtout pas d'interdiction légale du foulard. Et je trouve que il est logique que dans une logique de libre choix, des directeurs acceptent tout à fait que les élèves puissent avoir et porter le foulard moyennant des conditions de participation à tous les cours, etc. Moi, je suis pas du tout en faveur, pour qui que ce soit, d'écoles qui se créent en marge. Je suis pas favorable d'écoles privées pour l'élite du pays qui a les moyens. Je suis pas favorable pour une communauté ou une autre. Pourquoi? Parce que je trouve que l'objectif que l'on a, c'est de réussir une citoyenneté où on se rend compte, où on est élevé ensemble avec nos différences, où on reçoit une éducation du même ordre, au-delà des différences évidemment familiales. Et je ne suis sûrement pas pour des écoles ghetto de riches ou de culture ou d'autres. Et donc je suis pour une réelle mixité à l'école. Quel message peut donner votre parti à ces femmes qui se sentent discriminées justement par les interdictions du port du voile et éventuellement au travail? Mais je pense qu'elles connaissent très bien ma position, que j'ai même plus besoin de le dire, donc elles le savent. Et comme je suis en plus ministre de l'égalité des chances, c'est une obligation en plus pour moi, au-delà de mes convictions personnelles. J'ai toujours dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans la tête des jeunes filles, c'est leur bonheur, c'est pas ce qu'elles ont sur la tête. Et je trouve qu'il y a des stigmatisations totalement excessives. Mais toute la société belge doit évoluer, et donc on doit jouer de pédagogie. On doit aussi essayer de travailler de manière intelligente pour ne pas créer des fronts. Parce que quand on a des fronts, jusqu'à présent, c'est une majorité qui risque de l'emporter. Donc il faut jouer de la conviction et du doigté pour arriver justement à créer cette notion de respect, d'accommodement raisonnable, et de considérer qu'il n'y a pas de problème à ce qu'une jeune fille, si elle le souhaite, puisse porter son voile à l'école. Comment pouvez-vous répondre aux demandes légitimes de la communauté musulmane tout en préservant la cohésion sociale de la Belgique? Mais je pense que c'est largement un travail de conviction, et quand ce travail avance, il faut chaque fois profiter du moment où il a avancé pour alors éventuellement changer une loi, changer un règlement. On ne peut pas, au stade actuel, à cause de certaines résistances encore très importantes dans la société, donner satisfaction intégrale à ces demandes, même lorsqu'elles sont légitimes. C'est un problème qui est donc un problème de travail en profondeur et de travail qui ne doit pas cesser. Mais je crois que c'est aussi très important, à côté du politique, qui doit être le relais, c'est d'avoir des groupes de pression qui sonnent le tocsin, qui disent attention, vous n'avancez pas assez vite sur ce point-là, vous créez des injustices avec ceci. Et je crois que ce qu'on a entendu aujourd'hui montrait qu'il y a dans la communauté musulmane des gens qui sont bien décidés à jouer ce rôle, et je crois que c'est normal et positif. Vous croyez que la finance islamique serait une solution? Vous y croyez fermement, ou est-ce qu'on ça a étudié encore? Mais écoutez, je ne vais pas vous dire, je ne suis pas un spécialiste des finances, je ne suis pas... Donc ce plan-là, je vais tout de même être assez prudent, mais je dirais que toute une série d'aspects éthiques qui ont été évoqués, pour moi, il y aurait intérêt à les imposer à l'ensemble de la finance, de ne plus avoir cette finance qui ne repose sur rien de réel.
Je crois que ça, c'est quelque chose qui nous a mené à la crise d'aujourd'hui, que donc un tiré exemple de ce que vous appelez finance islamique, mais qui à mon avis est un principe qui pourrait, je dirais, être beaucoup plus général, ça me paraît tout à fait intéressant. Sur les autres aspects où notre droit n'ayant pas tenu compte, je dirais même d'un aspect de vocabulaire qui est celui de la finance islamique, je pense qu'il y a des petites modifications juridiques à apporter qui créeraient plus de justice et plus d'égalité et pour lesquelles on va essayer de travailler dans les mois qui viennent. Pourquoi l'accommodement raisonnable ne s'étend-il pas jusqu'en Wallonie? Non, mais ça, je n'ai pas dit qu'il ne s'étendait pas, il n'est pas dans le programme. Je pense parce que du côté wallon, le problème a été moins porté. Je ne vous cacherai pas, pour vous faire une confidence, que j'ai rédigé de ma propre main le passage du programme du PS bruxellois sur les accommodements raisonnables. Nous sommes par définition beaucoup plus sensibles à Bruxelles à tous ces problèmes et beaucoup plus ouverts par le fait même.